Quand on est dans des situations qu'on appelle ambiguës, incertaines, mon cerveau va vouloir stabiliser ces ambiguïtés. Disons que je suis jaloux, je prends mon téléphone, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, elle ne répond pas. Elle ne répond pas, information incomplète, je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas. Être jaloux, c'est se dire, elle ne répond pas parce qu'elle me trompe. On a des ressources très limitées, donc on fonctionne avec des informations très incomplètes. Je me souviens d'une infime partie de ma vie. Notre mémoire ne fonctionne pas du tout comme cette caméra. Elle est très partielle, elle est reconstruite, elle est malléable, on change tout le temps le passé, basé sur qui nous sommes aujourd'hui au présent. C'est comme ça que je peux enjoliver mes premières vacances avec la personne avec qui je suis en couple, alors que peut-être elles étaient assez pourries. Non, on n'a pas une zone dans notre cerveau qui est le disque dur où tous nos souvenirs sont stockés. Parfois, oui, bien sûr qu'il y a des choses qui sont encore quelque part et on peut y avoir accès. Je peux par exemple avoir oublié le titre d'un livre et puis m'en souvenir, mais il y a des choses dont je ne me souviens pas et je ne vais pas m'en souvenir. Quand on est dans des situations qu'on appelle ambiguës, incertaine, mon cerveau va vouloir stabiliser ces ambiguïtés pour pouvoir agir dessus. Par exemple, on appelle ça des illusions bistables. Donc on peut voir deux choses, où il y a un canard lapin, ou genre la jeune fille qui peut être aussi une vieille fille. Il y a même des stimuli parfois tristables, où vous pouvez voir trois choses, ou multistables. Tant qu'on n'a pas besoin d'agir, on peut ne pas stabiliser, on peut rester dans l'incertitude. Je sais pas, je suis incertain sur s'il y a des extraterrestres sur Jupiter ou pas. Mais si demain je décide d'aller sur Jupiter, j'ai besoin de faire une hypothèse stabilisante et de me dire, il y a des extraterrestres, il faut, je sais pas, que je prenne avec moi des cadeaux. On a tous des a priori, mais pas dans le sens négatif, genre on a tous des connaissances préalables sur tout et n'importe quoi. Et donc, on projette de soi en permanence sur le monde. C'est un peu ça, les traits de personnalité. Alors, un trait de personnalité, qu'est-ce que c'est en train de décrire? C'est en train de décrire comment une personne complète une information partielle de quelque chose. Et quelqu'un qui est pessimiste, c'est quelqu'un qui stabilise le futur en se disant ça va mal se passer, alors que dans les deux cas, on n'en sait rien. Être jaloux, c'est se dire elle répond pas parce qu'elle me trompe. Il y a un article de scientifique qui s'appelle The Mythical Number 2, le numéro 2 mythique, qui parle de cette tendance qu'on a de vouloir faire des systèmes binaires, qui parfois sont légitimes, et d'autres fois, genre, je sais pas, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, on perd en nuances. Par exemple, soit j'ai mal fait, soit j'ai bien fait. On appelle ça l'erreur de la pensée binaire. Non, peut-être que j'ai assez bien fait. C'est très facile pour moi de me persuader que mon horoscope prédit vraiment ma journée, alors que on a fait des tonnes d'expériences où je peux vous distribuer les horoscopes d'autres signes et vous vous retrouvez dedans de la même manière. On appelle ça l'effet Forer ou l'effet Barnum, qui invente genre des phrases où tout le monde a une chance de se reconnaître dedans. Vous avez l'air d'être sûr de vous à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous avez beaucoup d'inquiétudes. Oui, genre vous avez déjà eu des problèmes avec le sexe dans votre vie. Oui. Vous êtes quelqu'un de plutôt calme, mais si on vous cherche, on vous trouve. Oui. Pour que l'effet Barnum marche, il faut 3 conditions. Il faut que vous dites que ce qu'on vous dit est personnalisé pour vous, ce qui est le cas des horoscopes. Il faut que la personne qui vous fait la prédiction, vous croyez qu'elle est compétente. Et la troisième, il faut qu'il y ait 70% de choses relativement positives. Si vous allez voir quelqu'un qui vous tire le tarot et qui vous dit en fait vous êtes une personne toxique, terrible, horrible, vous allez rejeter. Donc il faut qu'il y ait à peu près 70%. Parce que si c'est 100% de positif, c'est trop beau pour être vrai. Et il y a un 4e facteur qui vient se rajouter pour potentialiser ces effets, c'est l'argent. Si vous payez, évidemment que vous allez vous persuader plus que ça marche, parce que sinon, ça veut dire que vous voulez vous faire plumer. Il y a une sorte de regain d'intérêt pour les horoscopes, pour le tarot, pour la cartomancie. Et je pense que ça fait partie de toute une vague qu'on appelle de développement personnel ou de New Age, qui a démarré dans les années 60-70 avec la conte culture, mais qui s'est énormément accéléré avec les réseaux sociaux, avec les pages Insta, etc., etc. Est-ce que je pense que c'est une bonne chose que des gens sont en train de se réfugier dans ces choses? Non. Je pense que la meilleure façon de réduire le recours à ces approches, c'est d'améliorer la prise en charge dite plus classique, c'est-à-dire évidemment que si moi je vais voir un médecin et le médecin est complètement débordé parce qu'on est en sous-effectif et qu'il me voit juste pendant 20 minutes, que je sors, j'ai rien compris, je suis encore hyper angoissé et qu'en face je vais voir, je sais pas, une cartomancienne qui me demande comment vont mes enfants, comment ça se passe, où est-ce que j'habite. Ça crée ce qu'on appelle une alliance et cette alliance est très 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 importante quand on fait du soin et on est en train de perdre ça à cause de la destruction du modèle de soins médical. Et moi, je fais partie de ceux qui croient que peut-être qu'il faudrait qu'on améliore nos propres pratiques.